La deuxième séquence sera dans le droit fil de cette séquence. Restez avec nous et à tout de suite. Good morning, everyone. Thanks for joining us for day 2 at the Human Advantage. We are on our way to understanding the impact that AI is already having on businesses. And no better place to start than with our next guest, Elaine Rodrigo. Elaine is the Chief Insights and Analytics Officer at Reckitt. Elaine started her career in the market research industry and has since gained over 20 years of experience in the fast-moving consumer goods industry with roles at Mondelez, Danone, and now back at Reckitt. Elaine is passionate about aligning human insights with brand purpose for positive impacts on both business and society. And joining me for today's session is Patrick Young. Patrick is based in the BVA London office with me, where he leads the UK business for PRS and Vivo, BVA's packaging, new product development, and shopper team of expert qualitative and quantitative researchers. Patrick has over 15 years of experience leading insight studies and workshops for global brands. And I guess, guys, the thing that we all have in common is that we all spent a significant portion of our careers in Singapore, Elaine's hometown, but a place that Patrick and I have both spent some time in the insights industry. So great to have you both. And thanks for joining us at the Human Advantage, Elaine. Thank you. Thanks for having me today. Great stuff. Thanks, Elaine. So I guess let's get started by just talking a little bit about how you've seen the insights industry evolve. What are some of the developments that have really, in your eyes, transformed the industry? Yeah, so I've been in this industry now for like 26 years and counting. But if I look back to the last 8 to 10 years, and what are some of almost the big inflection points, isn't it? That's transformed our industry. And a lot of this is not going to be new to both of you or the people listening in today. But if I was sort of get into it, I think there was this period of digitization. So let's say maybe 8 to 10 years ago, we all remember this when, there was the big news around digital, obviously from a marketing perspective. But even within the research industry, the advent of new players, new suppliers, platforms that were much more sort of tech-driven, you might remember, right? When we started to be able to become much more agile, things that used to take us 4 weeks, for example, to do a piece of research on, now was taking days or even hours. So that was the advent of almost the DIY platforms, as we called them back then. You became basically much faster, more agile, and it was a lot cheaper. But what was interesting is what started as kind of cheap and fast then became also about better quality. So it wasn't just kind of the cheap version of it, but actually you could get a better outcome. So that was the first area, right? Digitization of our industry. And then something that was, to be honest, it's always there, but it's really just, I guess, taken real speed over the last 5 years is the area of data. And obviously, we're in the research industry. We've always dealt with data. But it's different types of data, right? We were, sort of more used to dealing with the customized kind of data like qualitative insights or let's say survey data. And this kind of advent of digital data search, social listening, ratings and reviews and multiple sources of data, even within organizations. So that I think over the last 5 years has really step changed. So the whole area of analytics, for example, you've seen, has kind of moved forward and made a lot of progress. And if you look at some of the recent reports that were published by ESOMA and MRS, you actually see that budgets, for example, and resources are shifting towards the area of data and analytics over the last 3 years. So that's the second piece, right? So if you look at those two areas, though, that were huge areas of change in our industry, to be honest, I think how the industry, how agencies, the suppliers or clients have evolved in this space is you have the kind of the winners and the losers. To some extent, it's all about how you've embraced it. The ones I think who've said, we know analytics, we know data, and more importantly, we know how to tell a good story. We know how to actually humanize all this for insights. These are the ones who you see have actually made progress in terms of leading the way, right? And the ones, unfortunately, who haven't and still kind of rely on the past or thinking a little bit more around, we still have to do it things maybe the traditional way, may not have made as much progress. Yep, so those are kind of two big areas. But I wanted to say that actually all this sounds sort of very, very data-driven, which is a good thing. But you might be thinking, what about the human side of things? Have we lost some of that human insight, right? Which is just, honestly, that's what we do. And people ask me,
how have things changed in our industry? And I say what hasn't changed is our job is to actually put the consumer at the center of everything, and consumers are human beings. So on the human side, I think firstly, data and digital has enabled us to become more human. It depends on how you use it. On the one hand, digital data and other types of data, it's behavioral, right? That's what people actually do. It's what they've actually said. So we don't have the age-old conundrum of what they claim versus what they do. On the other hand, and this will be very close to heart for you, the whole area of behavioral science, I think has just really, it's always been there, but it's sort of gotten a little bit more mainstream, let's say, or popular over the last few years in a good way. Because the area of behavioral science, I think, has allowed us to become insightful about human beings and people in a much more precise way, right? Understanding specific barriers and motivators and zooming in on that one behavior change that you need to drive in order to drive some kind of, change in behavior amongst consumers as to achieve category growth or your objectives. And in the case of Reckitt, for all our brands, we want to identify that one behavior change that will drive both growth for the organization and positive societal impact on our sustainable development goals and our brand fight, right? So again, data, digitization, still remaining more human. And obviously the big thing at the moment that we're all talking about is AI, but I'll leave that for a discussion later on today. Yeah, absolutely. No, I think some really interesting points. And I think what I've found is that, as you say, the multiple increases in data sources, I think behavioral science gives you a language to talk about those and how to bring together primary or secondary, qualitative, quantitative into a single meaning. You talk about agility, talk about data, talk about tools, and that almost naturally leads us to the topic of AI. And as you know, at day 2 at the Human Advantage Conference, that's very much the focus for us. So I guess building on that and looking to the future, where do you see the opportunities for AI within the research industry? Yeah, I mean, it's absolutely huge. And I think it's already been happening, right? Actually, so myself personally, I've been spending at least 50% of my time on this topic over the last year. And there was a period when it was 70% when I was having to train models. And really, I mean, let's start off with how AI is even disrupting the world of business. And let's start with marketing. I guess maybe most of the audience today might be more from the marketing or insight space, right? If you look at a recent study by BCG of CMOs that was launched in June this year, they surveyed all these CMOs, and 80% of the CMOs spoke about how they've been utilizing Gen AI. But it's interesting where they thought, it's like they said, so 80% of them are using it versus a year ago when people talked about they might use it, 80% are saying they are. That's really high if you think about it in adoption, yeah? Think about everything that we've done in the past. Usually after about 9 to 12 months, you expect usually about a third to say that, usually it's like a third have started, a third are watching, and a third are just kind of like at the end, generally, when you have any big transformation. And this is 80%. But what they're using it for is interesting versus what they thought they would use it for. So they said that at the beginning, everybody thought that you would use Gen AI for personalization. So that journey, I was talking about the end-to-end journey and touch points and so on, right? Everybody thought you would go for that. And then the other areas, we thought that we would use it for content creation and asset creation in the creative space. What's happened is the personalization area has turned out to be a lot harder than everybody expected. And it's largely because of the data. Because the data is kind of not really packaged up in an easy, consistent way to access. So personalization hasn't really happened so much using Gen AI. But the area that's really completely taken off is the area of content and asset creation. So for advertising, whether it's TV or digital, etc., right? That area and social media management is the area that everybody has pretty much gone for, including in Reckitt as well. So, almost like the downstream part of the communications funnel, really, and starting there first. At the same time, these CMOs say that the 3 areas that they believe are opportunities for the application of Gen AI, but they haven't really cracked it, but they desire to. So personalization was one of them, as I mentioned. But the other 2 are about insights generation and predictive analytics. Now, that is completely in our space. So if you ask me, what is our role? I say lead. I mean, this is the area that hasn't been cracked yet. This is what we do.
we do insights, we do analytics. So we should be leaning in and to some extent almost not waiting for the CMO, but how do we actually go forward and lead the way and propose and say, this is what we should do? And within Reckitt, I think in my case, I'm fortunate to have a very forward-thinking CMO who I work for, but at the same time, a CMO who actually also understands, and an organization that understands the power of insights, and certainly a CMO and I guess an executive committee, an organization that trusts the I&A function and myself to actually lead from the front on the topic of Gen AI. So I think, first and foremost, there's a lot of opportunity. I should also say at this point, though, that, and I think a number of people around the room will already know this, it's not like we haven't been using AI already in this industry. Just want to say it's Gen AI and large language models that have really kind of grown in conversation and usage over the last year and a half. But a lot of the tools that we have already have AI, traditional AI and machine learning baked into it. So, all social listening, for example, all of that is AI powered. The knowledge management systems we use, whether it's Stravito or, the other ones, they're all AI powered as well. A lot of the tech platforms that are used by the big research companies, all medium-sized ones, are all AI driven as well. The demand spaces methodology, which we have in-house within Reckitt called demand-centric growth, has 8 machine learning algorithms within it, which we run on our own. 3 to prep the data and 5 to run the demand trees. And my data analytics team, we run that on ourselves. So I guess what I'm saying is, number one, we're not starting from zero. I don't know if we realize how much we already know. But we actually, so first, we know all that. The other thing we have is, as we looked at AI, we kind of chunked it up. And there was this study as well by, I think it was also BCG, that said the success of the embedding of AI in an organization is 10% the technology, because the whole point of Gen AI is it's open. Everybody has it. Yeah. So there's actually no competitive advantage, or little competitive advantage in the tech itself. It's how you kind of piece it together. So 10% technology, 20% from the data that is actually used to fuel and train the models, and 70% from the change in management of embedding Gen AI within your business operating model and how you actually use it. So if you look at this, first and foremost, who's the custodian of the data within the organization? Who has a lot of data in consistent ways? Our function. So when we started this journey, actually, we started with what is going to be the competitive advantage for our organization? And we were like, where do we have the data? And immediately all eyes were on insights and analytics, because for the last 4 to 5 years, we've built up this huge proprietary data sets of a whole bunch of things, right? Like demand spaces, because we've internalized it. We're now covering 70-80% of the revenue of the company. I have in excess of 500 million consumer data points in one database, completely consistent and set up for machine learning. It's like a gold mine to train the models. We have 15 years of Reckitt market research reports of everything we've done in one place in our Stravito database. That becomes another huge source of data. We do our brand health tracking in one consistent way. That's another source of data. We do behavior change, right, in a consistent way for all our brands. That was a huge input as well into the model around how you drive behavior change, and then think about everything else, right? Innovation, we've been doing it with one agency for 20 over years, all our comms testing as well. So all of a sudden, separately I was kind of saying to my marketing counterparts, I said, so now you understand why sometimes I'm slightly draconian about wanting to do things in a consistent way, right? It's because now you see why. But it wasn't just about consistency, about, yes, there's comparability, but I was trying to build these data sets because at some point, I just felt like at some point, data would be a currency, and now it is. Yep. So coming back to that again, I think just to summarize, huge opportunity in marketing. In Reckitt, actually, marketing is leading the way on our Gen AI journey for the whole company. We started end of last year. We've run pilots, and now we're embedding across organizations. Number one. Number two, insights and analytics, CMI, our industry has a huge role to play because we have data, because we have the skill sets, because this is the way you actually make everything about consumer centricity. So we have a huge role to play as well in what we do in terms of, I guess, embedding and leveraging Gen AI to step change what we do.
It's really exciting to hear how much you're embracing AI. And I think that stat you say of the 80% shift from looking to use it to now using it is sort of reflective of you say, the industry overall. I suppose in terms of having set up these models, and you talked about the different AI platforms that you have internally, what are some of the experimentation that you and your team have been doing at Reckitt? Can you talk a little bit about more specifically, maybe? Sure. And just actually last month, we were sort of 1 year, I would say, for the I&A team, my I&A team, thinking about what we want to do with AI. So we did a check-in. We reviewed and said, what have we experimented with and what has worked, what hasn't worked, and what do we actually want to scale, right? So the way that we embarked on the journey was in twofold. There was what I did within my insights and analytics team, and then there's what I did as a part of the wider marketing transformation. So actually, our journey within I&A started in June of 2023. So I take us back more than, kind of 14 months. I was getting a global I&A summit together. But the AI thing was kind of bubbling, but kind of nobody really knew what we'd do. So I had my kind of top 50 people together, and we ran a little Dragon's Den. We thought, let's invite a bunch of people. So we invited in 6 suppliers, 3 of which were our existing partners. So the kind of more, I guess, well-known, usual kind of agencies, and 3 we'd never heard of before and worked with before, startups, right? To see and we had them come in and present to us. And it was a Dragon's Den. So we broke up our teams and all that, and they would pitch ideas, and then the 3 of them won, and they got money to go and experiment. Yeah. But they had to actually present back. So what we did, I guess that was in 2 months ago, was we reviewed all of that and said what worked and well. A few interesting insights on that. The most exciting things that we saw came from the startups. Of course, yeah, it was like, wow, hadn't seen before and all that. 1 year, the big agencies brought interesting things, but they were a little bit closer in, let's say. So we did some of those anyway, because we're like, why wouldn't we? We already do all of this kind of testing with this company. Now it's got an AI lens to it. Yeah, let's go for it. We did it, right? And then we tried out a couple of startups as well. 1 year down, the interesting thing is, the ones with the startups, we learned something, but it didn't work out because it was too new. It was hard to scale, but we learned something from it. And interestingly, it was the agencies where we've just scaled it up. Why? Because they have scale. So even if it's not as out there, but they had the scale and the capability for us to bring it everywhere. Yeah. So that was kind of one interesting insight from our Dragon's Den. So that's what we did within I&A. But the truly exciting thing that we did was actually the journey that I've been on within our marketing community, where we started this journey in Q4 of last year. And as a marketing leadership team of the organization, the CMO team, my 3 colleagues, so my colleague in charge of marketing capabilities, my colleague in charge of media and digital capabilities, and myself, insights and analytics capabilities, together with our boss, the CMO, we scoped out and we said, where do we start? And we started with, where are the business use cases within this organization where we already have momentum and where we think Gen AI will bring us a competitive advantage? So we started from there. And then after that, we looked at where do we actually have data to drive it? Where do we have a competitive advantage from data, primarily where it's proprietary? And that's where I&A came up. After that, we looked at that. I mean, there are really 3 ways if you look at organizations about how Gen AI is utilized, right? I mean, we kind of went through it. And there are 3 buckets of them. The first one is for productivity. This everybody knows. It's like using Copilot to help you with your meeting minutes, yeah? Or organizing your calendar. It's like an elective assistant. So that was one. The second one is what we call domain reinvention, which is looking at your capabilities today, whether marketing or whatever, and saying, how can you do it better? And then the third one is actually a new business model invention, where, for example, like what L'Oreal has does. So using Gen AI to almost create new business opportunities. So we decided to go for domain reinvention, which is what do we already probably do well in marketing today, and we have some competitive advantage. How do we literally step change those, take it to the next level and scale it? Yeah. And in the area of domain reinvention of marketing,
we embarked on a journey in 3 areas. One around automation for productivity. So we tackled the area of media. And, it's quite, and how do there's so much data in there, right? How do we actually create a tool that helps people, like a ChatGPT style, kind of interface, where our media team, our brand team can go in and actually ask questions that will pull together all the data from media and provide recommendations. Yeah. And on that one, so that was the first one. The second pillar was really around communications. It was the low-hanging fruit, the thing I mentioned that 80% of CMOs went for, including ours, which was actually on how do you become more efficient on the asset creation part. So we looked at adaptation and localization. We decided in creativity not to go for origination, coming up with an original idea, because that's where you need a lot of human intelligence and a lot of human creativity. And we feel we're not there yet, right? We went for the end of the value chain, and we went for after an ad, after the idea has already been created, how do you actually adapt it? How do you localize it? And the third pillar is the one that I lead, and it's actually, in the end, sort of turned out to almost be like, as my boss calls it, the star work stream, because it's super interesting, which is actually an idea creation. It's an idea creation tool, which actually originates from insights generation. So there are 2 parts to it. There's an insights generation tool. Try to imagine a ChatGPT style. So it's like ChatGPT. You can go in and ask any question about any insight you want, but it's fueled by all our proprietary data sets. What I mentioned before, the 500 million consumer data points on 12 different categories across 17 markets. The last 15 years of all market research ever done in Reckitt, right? In one place. The brand health tracking, the market share database, the behavior change work, everything we've done on societal impact, sustainability, everything we've done on product superiority, innovation, all our comms testing. Try to imagine all of that. You can go and ask any question you want, and it's incredible. In seconds, it comes up with everything, right? And then from that insights generation tool, when you finally find the insight around your audience, so you can tag it by your target audience, you can tag it by your demand space as well. You click on that insight and you go to the idea generation tool and you develop concepts. So the final output of the idea generation tool is a concept board, exactly like how it looks to go into a quantitative concept test with the title, insight, introduction, RTBs, price, size, and visual, right? And to go straight in, and you can develop that one in a marketer has been able to develop one in under an hour, essentially. And then it goes straight into the testing. So super exciting. Across these 3, we had specific KPIs and metrics. We started the pilots in December. They went for 3 months. They were finished in March. And happy to say that, so we set very clear metrics. Those who know Reckitt know that we're very action-oriented and numbers-oriented organization. Very clear metrics. Important to say the metrics were not just on efficiency. Everybody's going for efficiency. You will get efficiency. But we put metrics on quality, where we say that the quality, basically the AI-enabled human, right, has to be as good as the human alone. So you become more efficient, but the quality is as good at. But over time, we expect the quality to exceed that of the human alone. I mean, that's the whole point about Gen AI, is to empower human beings to be better versions of themselves. And that's the way we see it. And we have seen more than 60% efficiency. Yeah, more than 60% efficiency in terms of humans and what they're able to accomplish. While at the same time, already with the first iteration of the prototypes for all 3 work streams, we were able to actually come up with concepts or content or media reports that were as good as before. And with and we've tested them. So for example, with the creative assets, we use basically use link testing, and we use exactly the same tests. So the test is exactly the same, and we see that actually it's scoring as good as the human only. So we run them side by side, and in some cases a little better. For the innovation, for example, in this case we use Basis for this particular category. Same thing. The concepts that were developed in 30 to 60 minutes are scoring as good as, if not a little bit better in 1 or 2 places,
than those that used to take 2 months to develop. So, overall, if we look at what we've done, we can say that we came to a conclusion the pilots were a success. We built a business case, sold it into the executive committee. Everybody got really excited. The top leaders of the organization are very excited about it. And now we're in the process of rolling that out. We're scaling it across markets and we are scaling it across categories. And as I said, insights and analytics right at the forefront. Firstly, all require data. And secondly, there's one particular work stream, as I said, on insights and idea creation that is led by me and my team. And as I told the ExCo and the senior leadership team in our conference in March, I feel like with GenAI, what we're doing now, I feel like after 26 years, I might actually finally accomplish my dream, which is that every single idea that comes from this company will start with an insight and will actually have the consumers at the heart of what we do, because that's how I'm training the models to do exactly that, and that's what marketers are going to use. That's fascinating, and thank you for taking us through quite some extensive use cases. And I think it's great to hear the sort of excitement from yourself, but also across Reckitt about the uses of AI. I guess on the flip side of that is where are the watch-outs? Where would you be more cautious about using AI, or where's the opportunity for more of a human approach? Yes, so I think, so a few watch-outs. I think the number one watch-out is that it's not a silver bullet. Yeah? So it's not like I push a button and I get an insight. I get an idea. I mean, most of the people on this call have probably at some point used ChatGPT. Think about it. It doesn't give you an answer the first question with the first prompt, does it? Right? You've got to prompt it more. The better you prompt it, the better you write your user prompts, the better the answers. You got to train it. Depends on what data it's fed with. So I think the number one thing is embrace GenAI, but don't think that it's a silver bullet. The other watch out is I see what companies are doing is that senior leaders are getting very excited about it, saying, well, this is just going to really step change everything. But then they reorganize. They want to sort of say, look, we don't need all these people doing this. AI is going to do it, or they become more ambitious. Now everybody's going to become 60% more efficient with the AI. But actually no AI has even been developed yet. It's like a thought, right? So what we did, I think, was the right way, which is there's an ambition that our people will become more efficient, which means, and the whole idea is, but for what purpose? Which we said we want the AI to empower marketers to become more creative and innovative. The problem is that marketers today, they're spending 30 to 50% of their time doing grunt work. We did a mapping analysis to understand what people are spending their time on. And we found 300 tasks, and 30 to 50% of the time of a marketer is spent doing all this analysis. They call it business reporting, planning, forecasting. So, but they're only spending like 15 to 20% of their time on creativity and innovation, which honestly is the reason they got into marketing in the first place. And we also, apart from understanding actually what they do, this was my addition to the questionnaire, which I stand by, and I think it's great, is actually I asked them what they enjoy working on. Because the last thing on earth you want to do is have GenAI take away the things that people actually enjoy doing. So I think the watch out, in this case, to turn it around is try to understand where GenAI can actually empower and enable human beings. In this case, we said, these are the tasks which honestly GenAI is good at. And it's not really value adding from a business perspective, and people don't like doing. Perfect. Let's go for these ones first. And then it's going to free up the time of people to do creativity, to do innovation. That's better for the organization and it's better for people, right? So you get a more motivated workforce, you get a more empowered workforce, you get better marketers. So I think that's, a couple of the watch outs, as I said, not a silver bullet. And think about how it actually enables humans. And on that, I'll say a third one, which we found really important as well, is a human in the loop. And not to forget where the places, and once again, because it's not a silver bullet, there's a very important role that the human has to actually play. In all three work streams, the human played a key role. The AI and the machine enabled them to become better. But when it was machine alone, it wasn't that great. I'll give you one example, which was the creative one, right? The first iteration that came out of the GenAI tool actually didn't actually do better in the link test because the voice and tonality was flat.
it's interesting because as of today, you also know what the AI is good at and what it isn't. Tonality, sentiment, emotions, it's not so good at yet. Now, it's evolving so quickly, at some point it's going to become better, all right? But as of today and what we had at that stage, it didn't. However, we had the human in the loop. We had the creative person who used the tools, adjusted it, and then all of a sudden it became much more emotional. It got the right tonality. We put it back into the test again. The great thing is these days, all the tests are all AI driven. So as I put it back in the test, it's literally get a result, person fixes it, write in again, AI driven, comes out. Yeah. It's very fast. And the next iteration came back, voila, we got it. It's actually now better. So that role of the human in the loop is really important. Remember, 70% of the success is going to come from people, from change management, 10% from the technology. Yes, so let's remember the key role that human beings will play in the success of embedding AI within an organization. Are there any final thoughts or advice or messages you'd share to the people listening in, be it in the marketing or the insights industries, or even just passionate about behavioral science and AI? Yeah, I think both of them. I mean, behavioral science is like, I'm like preaching to the choir, but always I've been a convert anyway. So I'll say even in this world of Gen AI and everything, we're still doing that, right? Firstly, it's important, and secondly, I need it to actually fuel the models. It's a key source of insight and data to actually fuel to train. I need all these data sources to train the models. So absolutely critical. My last one, I guess, to the industry is to not sit back, to not be afraid. I will say, though, it's interesting. Over the last 10 years, we started off the conversation today around what has changed in our industry. And I think what has changed as well, and I see this as positive, I feel like we've become braver. 10 years ago, did you always, we were always like sitting back while all these people kind of came in and ate our lunch. First the consultants came and took all the strategic work and charged 10 times more for it. And we're all like deer in headlights, about it, right? Then after that, the digital kind of tech companies came and we were a little bit deer in headlights, but fortunately we created some digital platforms and all that. So that sort of saved us a little bit, but the digital platforms cost 10% of what the other ones cost. So therefore that also devalued the industry. Again, it's like, OMG, what's going on, right? Data came. Okay, now CMI organizations and client sites getting carved up. The whole analytics team plugged into the chief IT or digital officer, leaving, as one client company said to me, not mine, the traditional consumer insights people doing qual and quant in another space. Yeah. But I feel with this, so over time, rather than sitting back and watching this happen, I feel like hopefully we've learned our lesson, and now with this topic of Jane, I have noticed us leading more from the front, leaning in more. It started with data. You saw it, client companies, but also agencies. And on Gen AI, I've kind of jumped on it. And what I kind of like is I definitely see more excitement and I see more passion versus fear. Of course, there will be a little bit of fear, right? But I see a desire to want to do it. So I would say, I'm a big believer in disrupting myself and my team before somebody else comes to do it. Not only are we an industry that works on insights, but we're supposed to be predictive and also work on foresight. So if we don't have any foresight about what we actually do in our industry, we should apply some of our principles to ourselves. And how do we stay ahead of the game? How do we lead the way? So you can't fight this. So you can't fight something for me. The thing is, I want to own it. I want to be a part of it. I want to be at the front of it rather than the receiving end. So I'll end off also by saying what I actually say a fair bit in quite a number of forums is people who work in our industry, in the CMI, insights research world, are proverbially always waiting and desiring the seat at the table. Yeah, always. You hear about it, especially in client roles, the seat at the table. Do you have it? Do you not have it? Etc. And what I say is, yes, it's important to have a seat at the table, but I don't hang around waiting for somebody to give me a seat at the table. If it's that, that's great. I'm going to own it. I'm going to make sure I deliver value so I keep it. Yeah. But you know what? I'm not going to hang around waiting for somebody to invite me to a seat and give me a seat at the table. I want to make my own table.
I want to make my own table, and it's going to be such an amazing table that everybody's going to want to come and sit at my table. Yeah. So that's my invitation to our industry is don't wait around for this invitation, but do it and lead from the front because we just have such an incredible opportunity right now. It's really great to get your perspective on how your current trials at Reckitt are working and where you see more opportunities for more integration of AI and data insights. We're really excited to see where Reckitt will continue to adopt and apply new tools to get that consumer closeness that you talked about is so core to what we do and what you do at Reckitt. For our attendees, we're just scratching the surface on day 2 at the Human Advantage 2024. It's all about artificial intelligence today. Many more speakers and panels ahead, so stay tuned and we'll see you in the next session. So, much of the work that we do at the BVA family is Alors, uncovering. chez BVA, nous travaillons sur des insights. Cette session est dédiée à l'intégration de l'intelligence artificielle à l'industrie des insights. Nous allons écouter des clients qui vont nous expliquer comment ils gèrent l'IA chez eux, en interne, avec leurs partenaires de recherche. Et on verra que Insights est peut-être l'endroit parfait pour l'intégration de l'IA. Nous allons avoir Orange, Renault et HSBC. Mais avant toute chose, pour ceux qui n'étaient pas ici hier, voici Adrien. Adrien, bonjour. Bien chargé déjà ce matin. On va revenir à la session avec Olivier Sibony de ce matin. Is it properly biased or is there just noise that's creating some scatter? Alors, on a parlé du noise, du bruit, des biais, de la tolérance pour l'erreur humaine. On n'a pas parlé du machine learning, des erreurs qui sont plus humaines, qui semblent plus humaines. Peut-on faire confiance au LLM? Because we are so noisy. Yeah. Exactly. Ooh, better. There we go. Voilà. Est-ce que nous devons continuer à rester en contrôle? But if it's fewer mistakes, is that L'IA fait des erreurs également. Les interprètes s'excusent malheureusement. Nous n'entendons pas notre artiste. Yeah. L'IA reflète nos propres biais. How about this last session with Lane Rodrigo from Reckitt Et and with puis Patrick? la dernière session. Again. That's a lot of mic. Answer. I'm testing all of them. Voilà, je teste tous les micros aujourd'hui. Donc voilà, nous vivons à l'ère de la data, de plus en plus de sources de data, mais l'humain reste et demeure au centre, comme on l'a entendu hier finalement, c'est ce qu'on a vu. Voilà, la personnalisation qui est plus difficile que d'autres, et puis on voit que le contenu et la création d'actifs a vraiment décollé, et on voit que notre robot est devenu un artiste, un de mes collègues presque. La bonne nouvelle, c'est pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'insight, c'est qu'il y a énormément d'opportunités et on ne part pas de rien. C'est ça, on a de la donnée. Aujourd'hui, c'est vraiment la question, c'est vraiment comment faire usage de un meilleur usage de cette donnée. Voilà, seulement 10% c'est de la techno. Voilà. Il faut démarrer là où vous êtes avec vos données, propriétaires notamment.
et en faire un avantage compétitif. Voilà, nous allons démarrer notre première table ronde de la journée. N'est-ce pas? C'est ça, on va passer à la table ronde suivante. On va parler de l'impact de l'IA dans l'industrie des insights. Nous avons Stéphane Marcel, Chief Growth Officer ici à BBA. Il fait aussi partie de la Commission Syntec des études et a une grande carrière. Stéphane a invité un certain nombre de clients Insight. Nous allons donc écouter les échanges sur l'IA et l'impact potentiellement révolutionnaire que peut avoir l'IA dans le domaine des insights. À vous, Stéphane. Hi everyone. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici. Merci d'être avec nous. Nous avons déjà beaucoup entendu depuis ce matin avec Olivier Sibony, Hélène Rodrigo et leurs deux keynotes. Nous avons couvert des points de vue importants, intéressants et on a vu quels étaient les grands défis pour notre secteur. Donc on va les utiliser un peu comme un point de départ. D'abord, il y a la question des décisions. Tout est une question de décision et les avantages proposés par l'IA en matière de prise de décision se pose la question de la qualité et de la quantité de la data. Lorsque l'on met de la data dans les modèles, la question se pose. Les compétences dont nous avons besoin du côté client, du côté agence, on a besoin de compétences particulières et peut-être avant toute chose l'importance du contexte qui est essentiel, surtout dans le domaine des sciences du comportement. Hélène a parlé de son expérience avec la GenAI dans un contexte spécifique. Aujourd'hui, nous avons des professionnels avec nous qui vont nous parler d'autres secteurs d'activité. Renault, Isabelle qui est avec Orange, Joshua qui travaille chez HSBC. Je vais vous demander de bien vouloir vous présenter rapidement pour que nous puissions comprendre vos contextes et en quoi l'IA joue un rôle important pour vous. Hélène, vous voulez y aller? Isabelle, pardonnez-moi. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Je suis responsable du Global Insights and Research chez Orange. Donc notre équipe travaille sur les insights et propose les insights à l'innovation pour mettre en place des innovations pertinentes dans les différentes BU et dans les différents pays. Nous proposons notamment des insights sur les usages, les évolutions sociétales, les attitudes, l'idée étant de mieux guider nos choix d'innovation. Bonjour, Alain, je travaille chez Renault Group. Mon travail consiste à alimenter les initiatives, notamment avec l'IA, dans la qualité évidemment et l'ingénierie. J'ai passé 26 ans auparavant dans le secteur agroalimentaire. J'ai eu un certain nombre de postes, notamment sur la transformation CMI. Joshua, vous êtes avec nous en ligne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Josh. Bonjour, je travaille chez HSBC, Banque internationale. Je travaille sur l'équipe réputation. Nous travaillons beaucoup sur la réputation et on travaille également au niveau très horizontal. Très bien, merci Josh.
Est-ce que, alors avant de partir dans le sujet, de démarrer sur le sujet, comment l'IA peut-elle révolutionner notre monde? Nous allons poser une petite question aux personnes qui nous écoutent. La question va apparaître à l'écran dans quelques instants et nous allons prendre quelques secondes pour y répondre. Est-ce que vous pensez que l'IA va révolutionner les insights? C'est parti. So we have an audience. We are super considering the sample and the survey, which is combining either market research, CEOs, marketing. Voilà, nous avons l'ensemble de nos participants qui peuvent répondre. All the votes closed. Est-ce que le vote est clos? So, for the moment, I cannot see the figures. Bon, je ne vois pas les chiffres pour l'instant. J'imagine qu'on va nous les donner. Okay. 83%. The force with instant feedback management. Voilà. 83% 83% des personnes pensent que l'IA va révolutionner les insights. Voilà. Le débat est donc ouvert avec cette question. Est-ce que c'est le cas? Donc je vais vous reposer la question, plutôt je vais vous demander de réagir, de nous donner votre point de vue. Est-ce que vous pensez que l'IA va révolutionner le monde des insights? Isabelle. Écoutez, c'est intéressant d'avoir la réponse. Moi, je suis préparé à vous dire que non. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a une évolution très importante avec des impacts très importants sur la productivité, l'efficacité. Du côté des agences, je pense que c'est une réalité. On le voit partout, notamment dans le domaine de la GenAI. Ce qui est impressionnant avec la GenAI, c'est que c'est arrivé très vite, et très vite au niveau mass market. Et cela a vraiment encouragé les entreprises à aller tester, à expérimenter beaucoup plus que d'autres innovations. Mais cela comporte également des risques. Cela comporte des problèmes de qualité, d'éthique. Et tout cela a un impact sur nous en tant que chercheurs. Et on a besoin aussi de compétences, de faire du upskilling, et nous avons besoin des bonnes compétences. Et finalement, voilà, notre secteur d'activité a toujours eu à faire face à des changements, donc nous avons l'habitude de cela. Josh, quelques idées? Alors, c'est une bonne question. Je suis d'accord. Je pense que ce n'est pas une révolution, effectivement. Hélène en a parlé. La GenAI est là depuis longtemps déjà. Je pense aussi à l'émotion de l'humain. Quand on fait de la recherche, l'humain, depuis toujours, depuis ses tout débuts, cherche à comprendre, à analyser ses émotions. Donc je pense que ce n'est pas une révolution, je pense que c'est juste une nouveauté. D'accord. Donc, un point de vue un peu différent entre vous et les gens qui nous écoutent. Alain, qu'en pensez-vous? Moi, je dirais oui et non. Moi, je suis dans un secteur d'activité qui a connu de nombreuses ruptures, la technologie, l'arrivée de nouveaux venus, de nouvelles réglementations, et puis avec les pressions du développement durable. Cela a mis une énorme pression sur la valeur de ce que nous produisons. Il n'y a pas de pression sur la compétitivité et la vitesse à laquelle nous avons développé nos propositions de valeur. En tant que CMI, mon travail ne va pas changer complètement. Moi j'ai besoin d'apporter de la valeur grâce aux insights, d'améliorer la stratégie grâce avec des insights. Ça ne changera pas
Ce qui change vraiment, c'est le mode de fonctionnement. Je crois qu'il y a 3 grands défis aujourd'hui. D'abord, nous devons avoir des tendances beaucoup plus fortes, des tendances qui ont un impact beaucoup plus fort. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la phase à laquelle nous allons développer des expériences, des concepts, des modèles de valeur va être accélérée. Et troisièmement, nous devons apprendre beaucoup plus vite qu'avant. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un vrai virage que nous devons opérer, nous, CMI. Très bien. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet en essayant de voir concrètement en quoi l'IA peut améliorer ce que nous faisons. On a parlé de qualité, on a parlé de vitesse. J'ai utilisé mon super compagnon, ChatGPT, et je lui ai demandé. J'ai vu un petit peu comment il répondait. On sait que les prompts sont très importants. Donc, vous pouvez lire à l'écran, normalement, les réponses qu'il m'a données. Réponses qu'on va essayer de synthétiser. Donc, on a demandé, on lui a donc posé la question, est-ce que l'intelligence artificielle va révolutionner le monde des insights? Donc, on reprend la question de tout à l'heure. La réponse est que l'IA a le potentiel de révolutionner les insights de plusieurs façons. Avec plus d'insights, plus de données, plus de profondeur dans l'analyse, des tendances lourdes que l'humain n'est pas en mesure d'analyser, faire de la prédiction aussi, de l'analyse prédictive. L'IA va pouvoir aider les entreprises à prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement. Voilà. Donc là, ça nous donne de la matière pour continuer notre débat. Donc la question, c'est où, dans quel endroit, dans quel domaine pensez-vous que l'IA peut radicalement changer les règles du jeu et créer une véritable valeur ajoutée? Donc on va démarrer avec Alain. Alain, grâce à votre expérience. Alors, 3 domaines principaux. D'abord, la vitesse du changement est telle que nous devons les alimenter. C'est là un élément de discontinuité. Il faut que les tendances aient beaucoup plus d'impact et d'influence. Les gens travaillent en silo ou pas. Ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le centre de gravité du CMI, les gens qui travaillent sur les comment, sur la question du comment, les what, ou sur le comment, il faut travailler sur le so what. Alors quoi? On a l'IA qui va pouvoir nous apporter toutes les tendances de rupture qui vont avoir un impact sur les propositions de valeur. J'ai échangé avec l'industrie du jeu. L'industrie du jeu a vraiment su profiter de cela et j'aimerais bien pouvoir intégrer cela chez nous aujourd'hui. Lorsque vous avez compris que vous avez absorbé toutes ces ruptures, toutes ces tendances, toutes ces discontinuités, la vitesse à laquelle on va apporter de nouvelles propositions de valeur, ça va aller beaucoup plus vite. Avec la GenAI, avec des chatbots, on va aller plus vite, on va tester, on va pouvoir agir dans des boucles agiles avec les clients de façon sans précédent. Et ça, c'est ce qu'attend l'industrie. Troisièmement, nous devons apprendre plus rapidement. Plus il y a de discontinuités, plus il faut apprendre rapidement. Et il faut être meilleur en matière de gestion des connaissances. Et deuxièmement, il faut optimiser l'usage des données, de la data, en l'occurrence dans le domaine de l'automobile. Et je pense que si nous y arriverons, on pourra en faire un véritable avantage, mais cela prend du temps. Il faut avancer avec beaucoup d'humilité et ce sont des changements extrêmement profonds. Isabelle, vous avez déjà testé
Vous avez mis en place des projets d'AI, pardonnez-moi, et de Gen AI. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait? Vous faites partie de l'association des Insights français, Insight Hub. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience et peut-être nous dire quel est le point de vue de certains autres acteurs industriels sur ce sujet? Merci, merci Stéphane. Alors, je souhaiterais peut-être prendre une approche un peu plus tactique. Chez Orange, la visibilité de l'impact de l'IA et de la Gen AI est immense. Pas simplement pas tant dans le marketing, mais dans d'autres domaines, oui. La plupart des investissements aujourd'hui vont là où il y a un retour sur investissement, ce qui est assez logique. Mais nous avons eu la chance chez Orange d'avoir accès très rapidement à des environnements privés qui ont permis aux salariés d'utiliser ces outils, de jouer avec, d'expérimenter. Notamment le département marketing l'a fait et ça a créé une certaine émulation, je dirais même un peu de concurrence pour travailler sur des cas d'usage. Donc il y a eu de véritables avantages, aussi quelques risques, mais je dirais un accès assez naturel à des insights qui sont extraits des modèles, donc sans cadre. L'impact direct pour les équipes qui travaillent dans le domaine des insights, le premier impact, c'est que ça renforce notre obligation à assurer la qualité. Lorsqu'on joue et qu'on teste la Gen AI, il y a des risques. Et certains de nos collègues ont commencé à créer leur propre personnage comme si c'était des clients. Et c'est là qu'on a été à un moment donné, on s'est dit, bon attendez, ça c'est quelque chose qu'on devrait peut-être remettre en question et peut-être trouver de meilleurs moyens, de meilleures façons de faire. Nous avons travaillé avec une segmentation existante que nous avons notamment sur les sensibilités RSE. L'industrie du market research et des insights a beaucoup travaillé sur le sujet des personas bots. Et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de mettre en place des bots interactifs pour représenter ces différents segments. Nous avons travaillé pour ce faire avec notre partenaire Ipsos. Et c'était assez rassurant, ça nous a permis de travailler avec des sources sélectionnées, de valider l'approche, de tester et au final de mettre en place des bots extrêmement puissants qui permettent justement de rendre cette segmentation attrayante et beaucoup plus opérationnelle. Donc les responsables marketing aujourd'hui peuvent avoir cette conversation avec les différents segments et de manière régulière, avec un feedback en direct. Et c'était quelque chose qui est utilisé aujourd'hui chez Orange France de manière très opérationnelle. Nous avons une équipe qui notamment travaille sur le sujet des offres à bas carbone, par exemple. Donc, en synthèse, pour les avantages pour l'équipe Insight, eh bien, c'est que cette expérience a pu montrer que la visibilité de notre rôle et des Insights a été augmentée de manière très importante grâce à la Gen AI. Les insights deviennent accessibles. On peut faire des choses avec, et ce de manière continue, pérenne. On pourrait l'utiliser dans beaucoup d'autres applications aujourd'hui, dans beaucoup d'autres contextes. Il offre un accès direct à la connaissance, avec notamment la capacité
de fonctionner en langage naturel et je pense que c'est un vrai game changer pour nous. Désolé, j'étais un peu longue. Non, aucun problème, avec grand plaisir. Donc ce que vous nous dites, c'est que vous avez mis l'accent sur les avantages de l'IA, notamment sur la démocratisation finalement, l'accès démocratisation de l'IA. Pour revenir à vos bots, est-ce que vous diriez que ce que vous avez fait dans le cadre de votre recherche, ça demande beaucoup de données, de data, de recherche internationale, est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que ça a apporté quelque chose de nouveau en matière de prise de décision? Évidemment, on a vu les bots, il y a une espèce de gamification, mais concrètement, est-ce que cela a vraiment changé la donne? Est-ce que vous avez découvert des choses, des insights que vous n'auriez pas pu découvrir si vous n'aviez pas utilisé cette intelligence artificielle? La question, ce n'est pas tant de découvrir des insights, mais c'est de les rendre plus concrets plutôt. Et d'affiner des idées. Parfois, on a l'impression que ce sont de vrais clients qui représentent un segment, mais si je reprends les termes de mes collègues qui travaillent dans... c'est toujours le rêve. C'est le rêve d'avoir des clients dans la salle, mais vous avez un bot qui représente le client, donc c'est différent. Et comparé à un vrai client, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas tous les éléments de contexte, vous n'avez pas les attitudes, le coût, etc. Le bot, lui, il est toujours là. Il répond toujours et il ne se fatigue pas. D'accord. Donc les avantages principaux, on sait que la data peut être ennuyeuse, c'est beaucoup de PowerPoint. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur la fin de la chaîne de valeur plutôt que d'être au début de la chaîne de valeur. On investit beaucoup et on passe beaucoup de temps sur le début de la chaîne de valeur. Chez vous, clairement, c'était beaucoup moins le cas. Là, on est sur de la donnée synthétisée. Je me tourne vers Joshua. Avec votre expérience, est-ce que vous pensez que l'IA peut ajouter de la valeur ou augmenter la valeur de ce que nous faisons? Je pense à toute la chaîne de valeur. Je sais que vous avez un point de vue sur ce que nous venons d'évoquer avec Isabelle et Alain. Thank you. And everyone said some really great points. It's probably worth just some context in terms of the operating model we work in. So we work in a financial services. Alors, nous travaillons dans un secteur extrêmement réglementé. Lorsque nous faisons de l'IA, on travaille en fait dans l'IA, mais aussi la Gen IA, mais avec beaucoup de sécurité. Nous devons toujours respecter au processus de contrôle interne en matière d'IA. Et ce, partout dans la banque. Nous avons lancé des pilotes, notamment avec ChatGPT, notamment sur des sujets tels que le storytelling, faire un meilleur storytelling. Moi, je vois deux catégories d'avantages, les fonctionnels et les stratégiques. Concrètement, c'est comment améliorer l'expérience et l'analyse. Les chatbots, par exemple, on en voit beaucoup. La gamification également, pour améliorer l'expérience. Un des véritables avantages de la Gen AI, je me souviens d'avoir parlé au cours de réunions avec des personnes où on s'est dit il va nous falloir des semaines avant d'avoir des données. Là, la data, les résultats sont disponibles extrêmement rapidement, à un coût bien moindre. Donc ça, si le coût de la recherche grâce à l'IA baisse,
et avec une quantité d'insights beaucoup plus importante, on va aller beaucoup plus vite. Donc c'est aussi une question de budget. Autre point, on va avoir des équipes d'insight avec des budgets plus petits, mais qui seront capables de faire beaucoup plus qu'auparavant, parce que le coût aura baissé. Donc je pense que les insights vont vraiment pouvoir être utilisés de manière beaucoup plus large. Et puis, il y a aussi la synthétisation de la data. C'est vraiment le cas chez nous. Lorsque nous faisons des études, je pense que cela pourrait grandement nous aider que d'avoir ces données synthétiques. Merci Joshua. Alors si vous deviez investir dans votre univers, dans un domaine précis, là où l'IA pourrait peser favorablement, comparativement à tout autre facteur, ce serait quoi? Ce serait ce qu'on met dans les données. Alors HSBC, c'est complexe, avec des lignes métiers très variées, et notre défi s'articule autour de la cohérence des données et la mettre dans un seul lieu. Si nous devions investir pour avoir une bonne cohérence, de bons outils, la comparabilité des données, cet aspect-là est déverrouillé, donc la qualité des données. C'est ça, en fait, qui est important. La qualité des données. Très bien, effectivement, c'est intéressant, c'est important, parce qu'il faut avoir de bons ingrédients pour faire un bon plat. Et avant de clôturer notre séquence, et avant d'ouvrir la séquence de questions et des réponses, et Joshua, on a parlé de la question des données synthétiques, nos panels, nos auditoires, quels qu'en soient le propos. Alors, mais vous, avant, est-ce que vous avez des expériences, un vécu professionnel que vous pouvez éventuellement partager? Ce n'était pas une question que je vous ai soumise auparavant. Hein. Là encore, il faut faire preuve d'humilité. Nous en sommes au début d'une trajectoire. Il faut une preuve de concept, il faut planifier de façon séquentielle, trouver les cas d'études utiles à mener utiles pour des expériences. Nous en sommes au début, au balbutiement. Nous n'en sommes absolument pas à un stade mature. Nous n'en sommes même pas au stade de planification. Nous revenons d'une conférence d'une grande qualité, avec des papiers très variés sur les données de synthèse. Alors, la question se pose. D'abord, y a-t-il un impact fort potentiellement pour élaborer un concept. Évidemment, nous pouvons utiliser des exemples et des échantillons, très bien, mais pour l'instant, cette opinion m'engage seulement, mais je ne pense pas que nous en sommes à un stade suffisamment mature. On regarde cela de près. Bon, évidemment, il y a des gens qui suivent ça de plus près que nous et qui ont davantage de possibilités d'exploiter cet espace. Bon, nous allons avoir une séquence précise sur cette question cet après-midi. Dès lors, je ne vais pas déflorer ce débat maintenant, mais je vous invite à rejoindre cette séquence cet après-midi. Bon, maintenant, nous passons à un autre domaine. On a évoqué nos expériences, la vôtre, celle de votre équipe. On a entendu le retour de Joshua. Bon, et maintenant, je ne vais pas vous demander de détailler ces expériences. En tout cas, peut-être peut-on évoquer les défis pour nous autres agences, pour vous, eu égard à vos expériences respectives. Qu'est-ce que vous avez appris principalement et que vous pouvez partager? Je peux peut-être commencer cette fois-ci avec Joshua. Alors, pour moi, il y a deux choses à retenir, me semble-t-il. Principalement, chaque fois qu'on utilise
des données de synthèse et de l'IA, il faut que ça soit lié à une recherche primaire et non pas une substitution en raison des biais, des contraintes, des limitations, et puis le crédit qu'on peut accorder à quelque chose qui émane d'une boîte noire. C'est compliqué, ça. Hein? Si on dit que la GNIA ou les données de synthèse sont exploitées au sommet d'une entreprise, bon, la question du crédit que l'on peut accorder à ces données, on n'est pas là pour l'instant en matière de maturité. Donc comment l'utiliser pour compléter ce qu'on fait plutôt que d'être une substitution pour notre travail? Isabelle? Je suis aligné avec ce retour que nous propose Joshua. Et même, j'irai plus loin. Il y a des frontières délimitées. C'est-à-dire que une machine est dénuée d'émotions. Et est-ce qu'on peut circonscrire avec précision l'intelligence humaine? C'est une autre question. Et ces machines sont aussi bons que les données avec lesquelles on les alimente. Donc elles aussi sont limitées. Sur la question de la durabilité, une machine va vous répondre selon les informations qu'elle a pour des conseils, pour les gens impliqués dans les insights et surtout pour la communauté française. Qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien, nous voulons intensifier nos expériences d'échange avec les partenaires. C'est déjà lancé avec les agences, avec des collègues issus d'autres filières. Et c'est un élément essentiel parce que la filière a, elle, un rôle moteur à remplir pour tout l'écosystème. Là, je suis d'accord également. Alors, l'IA vous a répondu et c'est intéressant. L'IA, est-ce que l'IA va révolutionner ces idées? Alors l'IA dit à l'analyse de données, la personnalisation, des analytiques prédictives. Très bien, mais c'est une goutte d'eau en fait. L'immense changement, c'est d'embarquer les gens, en demander à ce que des humains acceptent de se transformer dans cette trajectoire. C'est agir sur les emplois, agir sur des visions, des perspectives. Et c'est cela, ce pan-là, ce versant de la question doit être abordé avec soin. Donc, il faut être prudent, il faut avancer pas à pas avec un plan suffisant, avec une preuve de concept, avant de mettre tout cela à l'échelle. Et Human Advantage, c'est le nom de votre conférence. Donc, l'élément humain, c'est crucial. Nous devons mener le changement. Nous sommes des humains. Il ne s'agit pas uniquement de tout pondérer au profit de la machine. Merci de ces éclairages très précieux. C'est en lien avec ce qu'a dit Hélène ce matin. La question se pose de savoir comment nous pouvons valider le modèle. Tout est question de la mise à l'échelle et de l'expérimentation. Donc, avant de clôturer la séquence, nous allons prendre quelques questions qui découlent de l'aspect humain que vous venez de soulever notamment. Parce qu'en fin de compte, il est question de piloter les changements pour nous autres humains et les questions de la décision qui sera prise en définitive. Alors une question qui s'est fait jour pendant la séquence d'Olivier et qui revient ici sur le tapis, c'est la question des compétences. On en parle, n'est-ce pas? Enfin, on parle des données, de la technologie, de la science-fiction, mais tout cela s'articule autour de la question de l'homme. Donc les compétences, des défis auxquels vous ou vos clients internes ou vos employés seront confrontés. C'est une question assez vaste, mais qu'est-ce qu'il faut rajouter? Qu'est-ce qu'il faut changer eu égard à ce qu'on fait maintenant? Et d'abord, la fonction insight, non pas la fonction et agence. Je pense que ça renforce une tendance qui se dégage dans l'univers des insights du côté du client, d'ailleurs, pour ce qui est des sous-ensembles de compétences permettant à ce que notre influence de devenir plus pesante
Alors l'IA renforce la question d'être un gardien de la qualité. On peut valider les données, les modèles. Hélène en a parlé longuement. C'est une chose, mais l'humain et les insights sont selon devant de la scène de la filière, mais toutes les questions de la qualité des données qui nous permettent de tirer des conclusions pour guider des décisions eu égard à l'exploitation de la machine comparativement à l'exploitation de l'intelligence humaine. D'ailleurs, c'est une tendance qui se dilate. Effectivement, c'est une opportunité pour amplifier la fonction insight. Depuis quelques années, il est question de passer de l'expertise à des influenceurs, des narrateurs. Alors, ça ne va pas évoluer considérablement. Il faut quand même changer le braquet et accélérer ces démarches. Alors, l'IA nous permet de le faire avec une nouvelle génération de données, une nouvelle cohorte de données. Donc, il faut nous outiller des compétences adéquates. Première chose. La deuxième chose, en nous donnant davantage de latitude, la marge de manœuvre pour la co-build, pour l'adaptation, pour la co-construction et pour la transformation de ces insights dans des stratégies pertinentes, cela devient de plus en plus important d'avoir les compétences, évidemment, en lien avec comment on peut manipuler l'IA et la créativité qui est associée. Alors, on peut entraîner davantage, former davantage, c'est aussi un facteur de changement, mais à travers un mouvement interne ou un recrutement externe, faut-il nous doter de compétences supplémentaires? Ou bien la fonction insight peut-elle changer d'elle-même avec un peu de concours extérieur? Mais est-ce qu'il faut nous former pour avancer ou est-ce qu'il faut ramener de l'extérieur des compétences? Surtout pour ce qui est de la créativité. Je ne veux pas dire que la recherche marketing n'est pas une source de créativité, mais en tout cas, si c'est cela qui est donné, comment procéder? Alors, je dirais que c'est un peu mélangé. On doit mettre à l'échelle les compétences des responsables. Et la valeur apportée, ce n'est pas uniquement pour la société, l'actionnaire ou le client, mais c'est rajouter de la valeur à ceux qui travaillent au sein de la société, parce qu'ils vont voir leurs compétences accrues. Alors la question de la créativité, effectivement, il faut trouver la bonne dose, mais il faut quand même leur donner les compétences nécessaires pour manipuler à bon escient ces outils intelligents. Isabelle? Oui, chez les gens impliqués dans les insights, c'est dans leur ADN, la transparence, n'est-ce pas? Comment expliquer les conclusions de leur recherche? Il était dit à l'instant. Et l'on a connu une grande mutation en ce sens depuis l'avènement de l'IA au sein de mon équipe. C'est toutes les questions de probabilité. Est-ce que je peux accorder crédit aux résultats de l'IA? Les chercheurs adorent expliquer, même si ils ne sont pas maîtres de toute la science des statistiques. En tout cas, ils sont capables de construire notre confiance et peut-être, éventuellement, ça pourrait en être même des machines. Avant de clore cette séquence, une dernière question. On va demander aussi, savoir si Joshua souhaite répondre à cette question. Alors, nous avons évoqué le contexte de la filière, vos rôles respectifs, les données, la question de la qualité qui diffère d'un contexte à l'autre. Mais voici une question d'importance, me semble-t-il. À savoir, parfois, il y a des freins, des réticences, des gens qui sont peu enclins à adopter de nouvelles démarches.
Comment gérer tout cela? Je suis désolé, Joshua, c'était une question un peu alambiquée. Non, elle est bien posée. Alors, il y a des parties prenantes qui souhaitent utiliser de l'IA parce que c'est nouveau, c'est passionnant. Bon, on a évoqué les contraintes, donc il faut trouver un bon équilibre. Donc il faut commencer petit, me semble-t-il. Je l'ai dit précédemment. Des concepts en nombre limité, précis, y accorder crédit et puis mettre à l'échelle. Parce que si vous allez tout de suite vous couper d'un éclairage humain pour tout fonder sur les machines, vous allez rencontrer des grands problèmes. Il y a tellement de compétences douces dont l'homme dispose. Raconter un récit, par exemple. Mais il faut comprendre d'où ça vient et vaincre ces réticences. Qu'est-ce que c'est? En fait, je pense que les gens souhaitent essayer. Parfois, en même temps, il faut ralentir ces tendances pour mieux comprendre le sujet. Donc, il faut commencer petit et petit à petit mettre à l'échelle. Très bien, merci. Il est temps de clôturer notre séquence. Je vous remercie beaucoup. J'espère que pour vous ainsi que pour l'auditoire, cela a été riche, source d'inspiration. On a compris beaucoup de choses et merci de votre expertise. Il va y avoir d'autres défis qui vont se faire jour dans les séquences qui vont suivre. Merci. Maintenant, notre dialogue à travers le chat ou à travers des interactions davantage indirectes. Merci à tous mes invités. Très bien. Merci, Stéphane. Alors, j'ai été dans les Insights auparavant et c'est précieux que de voir à quel point l'IA peut trouver son foyer chez les Insights. Donc, en fait, il ne s'agit pas de substituer ou de jeter aux orties des démarches classiques. Non, il s'agit de rajouter l'IA pour informer davantage nos démarches classiques. Alors, Isabelle l'a dit, chez les personnes Insights, c'est dans le sang, notre curiosité ainsi que notre prudence. Et Joshua nous a dit que être sceptique, c'est très bien. Ça fait partie de cet ADN qui est dans notre sang. On ne prend pas pour argent comptant ce que nous dit un consommateur. Et ce scepticisme qui est bon pour les insights, c'est bon aussi pour de l'IA. Nous sommes ouverts à nouvelles formes d'innovation, nouvelles façons d'analyser les données, mais on doit s'assurer que ce qu'on dit au client lui est utile et précis. Et Alain a parlé de cette mise à l'échelle des compétences. Les gens chez les Insights sont gourmands, hein. Ils veulent trouver de nouvelles actions. Alors, Adrien, petit point dessin. Qu'est-ce que vous avez croqué? Alors, j'ai pu croquer un certain nombre de choses. On évoque la révolution. Est-ce que c'est de l'évolution? Mais cela s'accompagne de certains risques et de peurs. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui fuit ce robot géant qui est piloté par un être humain. Et ces tendances vont être source d'impact. Il faut rester debout sur la planche, sous la houle. Et ce gars, il saute. Enfin, son tremplin, c'est le bouquin, puis il rebondit sur des éléments associés à la machine. Et on parle beaucoup de la qualité. Ici, j'ai un chevalier de la qualité, un gardien, donc les données sont en sécurité. Ici, la création d'insights. Oui, c'était chouette cette partie-là, mais l'IA pourrait retirer tout ce qui est sympa au processus, mais au contraire, en fait, on peut créer des tableaux de suivi de données de plus en plus passionnants, au contraire. Voilà, donc je me suis imaginé des jeux
vidéo avec un avatar pour rendre plus fun le game. Et puis ensuite, vous pouvez raconter de meilleures histoires. Donc notre ami, le robot, c'est un grand narrateur. Il peut tout faire. Bon, et voilà. Ensuite, un dernier mot de cette séquence. Donc ce n'est pas une substitution, c'est un complément. Exactement. C'est pas un jeu à somme nulle. C'est un partenaire, l'IA, associé à d'autres méthodologies, d'autres modes opératoires classiques, de recherche classiques. Et en fin de compte, les meilleurs chercheurs vont prendre ces insights pour raconter un récit utile pour l'organisation ou pour le client en tant qu'individu. Voilà.